La dernière fois, nous avions fait Madame de Lafayette et ses influences. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous allons voir le contexte historique. Alors, commençons par le roman avant le XVIIe siècle. En réalité, le terme roman n'a pas tout de suite désigné les livres que l'on lit de fiction. Le terme roman désigne d'abord une langue parlée vernaculaire par opposition au latin, car il s'agissait du latin vulgaire amené en Gaule lors de la conquête de Gaule par les soldats romains qui ne parlaient pas latin, mais le latin vulgaire, donc le roman. Par la suite, tous les récits écrits en cette langue ont pris son nom. Les premiers récits romanesques ont constitué une transition entre le genre littéraire représentant de grandes actions et des héros nobles de type épopée comme Homère avec Ulysse par exemple. Ici on peut voir l'épisode du bateau et des sirènes. Donc, la transition entre ça et une littérature de moins en moins héroïque et de moins en moins merveilleuse qui correspondait à une civilisation en pleine transformation. Naissent d'abord les romans de chevalerie, dont le représentant le plus connu est bien évidemment Chrétien de Troyes. Ces écrits sont en vers, surtout pour faciliter l'apprentissage de ces livres, car ils étaient principalement transmis à l'oral et ensuite contés dans les cours par les conteurs. Donc, ils sont écrits en vers, et ces romans sont donc influencés par les épopées latines. Chrétien de Troyes revendique une filiation à Ovide dans Cligé, par exemple. Il place aussi les intrigues au cœur de la cour du roi Arthur. Là, on peut voir Chevalier de la Table Ronde, des personnages mythiques, et font une part à l'intrigue amoureuse, la quête de la fine Amore. Cet amour courtois où le chevalier devient le vassal, oui, carrément, de sa dame, car il est prêt à tout pour la servir et l'honorer, même à accepter son indifférence. Il y a aussi l'individualisation du héros qui accomplit toujours une quête initiatique et la présence croissante de la description. Cet intérêt perdure à peu près jusqu'au XVIe siècle. À cette époque, il y a une certaine émergence de la nouvelle venue d'Italie par Boccace, qui a eu beaucoup de succès avec son Décaméron, qui comptait 100 nouvelles, oui, tout à fait, et ce Décaméron a fait des émules en France, ce qu'on peut notamment voir avec Marguerite de Navarre, qui entreprit d'écrire son propre Décaméron, mais n'ayant pu le terminer car elle est morte, il ne comptait que 72 nouvelles, et c'est pour ça que l'éditeur de Marguerite de Navarre a choisi le titre d'Heptaméron pour le 70 en fait, même si c'était 72, et qui a été publié en 1559. Voilà.
On peut voir ici. Maintenant, le roman du XVIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, les romans étaient principalement héroïques et pastoraux. Euh, C'était des romans fleuves qui étaient donc très, très longs. Euh, il renvoyait encore une fois de plus à l'époque latine, le genre noble que les écrivains rêvent de produire, mais aussi les valeurs héroïques du roman chevaleresque. La préciosité est d'ailleurs une résurgence de la fine à mort. Ces œuvres mettent en scène des princes déguisés en bergers dans l'Astrée, ou encore des héros antiques, donc les intrigues sont enchevêtrées et très complexes. Il y a des rebondissements auxquels on ne s'attendrait jamais. Par exemple, oh, c'est toi, mon fils, que je n'ai pas vu depuis que tu étais bébé, alors que maintenant tu as 40 ans. Je te reconnais. Entre autres. Les lieux aussi sont fantaisistes et cela permet de développer des situations propices à exposer les règles d'un code de sentiments et de valeurs. C'est pour ça que l'intrigue est en quelque sorte secondaire. Mais les écrivains, en réalité, cherchent de nouveaux modèles, à l'image de Segré qui s'inspire de Marguerite de Navarre pour composer ces nouvelles françaises, dans laquelle 6 dames de cour racontent des histoires véritables et exposent leur goût en matière de roman et analysent l'esprit humain. Selon Segré, la nouvelle doit un peu davantage tenir compte de l'histoire et s'attacher à donner une image des choses comme d'ordinaire nous les voyons arriver, que comme notre imagination se les figure. On voit que le merveilleux et l'invraisemblance qui caractérisaient bon nombre des romans semblent dépassés, et notamment parce que l'époque, le classicisme, impose de nouvelles règles. Proche de Ségré, Madame de Lafayette prend son principe pour La princesse de Montpensier. Le nouveau roman et l'esthétique classique. Alors, bien des éléments rapprochent l'évolution de la littérature romanesque à celle que connaissent les autres genres littéraires, notamment le théâtre. Cette évolution est expliquée dans plusieurs ouvrages, comme par exemple L'art poétique de Boileau. Il y a des points essentiels. L'artiste doit avoir pour but d'imiter la nature. Cela signifie qu'il doit extraire de la réalité confuse tout ce qui fait l'essence, la nature propre de ce qu'il veut représenter. Un caractère humain, un sentiment. Le travail du créateur est ici implique une démarche intellectuelle et rationnelle. La création artistique aussi, dans sa forme, doit être soumise à des règles. Le classicisme, beaucoup de règles, bien sûr, qui lui... Donc le créateur artistique, il faut qu'il respecte ces règles pour atteindre la beauté. La beauté artistique se repose principalement sur le principe, justement, de perfection. Une œuvre parfaite est une œuvre harmonieuse, équilibrée, mesurée. Elle satisfait tant
les sens que l'intellect. Elle plaît parce qu'elle est une œuvre intelligible. Cette œuvre doit être exposée avec la plus grande clarté, parce que sans clarté, on n'est pas censé comprendre. Alors, les règles ont des incidences sur la création romanesque. Le merveilleux est rejeté au profit de la représentation fidèle de la réalité, où se situe l'action qui participe à ce souci de peindre la nature. Grâce à la description sociale et morale d'une époque proche dans le temps et dont les mœurs sont encore familiers. Le roman nouveau invite le lecteur à reconnaître sa propre réalité et à se reconnaître lui-même, en fait. En prenant pour objet une époque récente et des personnages qui ne sont pas grandis par le double prestige de l'Antiquité et euh, euh, de la grandeur sociale, la nouvelle fait évoluer un héros romanesque. Ce n'est plus un être idéal, héroïque et galant, mais un représentant de l'humanité, reprenons, véritable. Sa nature comporte des faiblesses et les passions peuvent les dominer. En prenant pour objet, toute la littérature à l'époque classique a pour ambition de plaire aux honnêtes gens et de les instruire. C'est souvent repris comme par Molière. Les auteurs des romans et les lettrés qui veulent lui faire gagner une légitimité ne dérogent pas à cet objectif. Selon Huet, donc un ami de Madame de Lafayette, le divertissement du lecteur que le romancier habile semble se proposer pour but n'est qu'une fin subordonnée à la principale, qui est l'instruction de l'esprit par la correction des mœurs. C'est pourquoi il faut toujours faire voir la vertu couronnée et le vice châtié. Ensuite, voyons l'écriture de Madame de Lafayette et ce que je viens de dire influe sur elle. Donc si Madame de Lafayette connaît et fréquente les salons littéraires, qui sont souvent tenus par ses amis. Mais cependant, son écriture s'éloigne de celle des précieuses, en particulier par la brièveté de ses œuvres. Même La Princesse de Clèves est bien plus courte que Clélie, par exemple, qui fait 5000 pages en tout. Son travail elle fait aussi un travail sur la narration. La structure narrative est plus claire et facilement repérable. L'absence ou presque du merveilleux et des rebondissements rocambolesques, l'utilisation parcimonieuse et le nombre des personnages qui sont réduits. Madame de Lafayette utilise beaucoup, mais beaucoup, d'hyperbole, ce qui transforme un peu quand même la vraisemblance. Elle utilise aussi la litote, qui atténue la réalité et apporte une certaine sobriété au récit par rapport à l'hyperbole. En plus de ça, elle a gardé certains éléments de la littérature précieuse, qui n'a jamais parlé d'autre chose que d'amour, en y mettant des aspects nouveaux toutefois. La forte présence de l'introspection, grâce à la narration omnisciente, en est un autre exemple.
Alors, la prochaine fois, nous verrons le personnage de la princesse, autant dans la nouvelle de Madame de Lafayette que dans le film de Bertrand Tavernier. À bientôt!